Le New York de la mafia est une ville secrète, avec ses propres règles et ses propres attractions. La mafia américaine a été inventée à New York. Elle est née dans les années 30, lorsque le gangster Lucky Luciano a regroupé toute la pègre italo-américaine en un syndicat national du crime avec 5 familles new-yorkaises. Ces types étaient des tueurs sans pitié. Ils avaient beaucoup de morts à leur actif. Autrefois, on disait qu'il fallait casser ses œufs, c'est-à-dire tuer quelqu'un pour devenir un membre du crime organisé, un affranchi. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un affranchi. C'est un général de l'armée, ce n'est pas un simple soldat. Quand on devient affranchi, on a l'aval de toutes les familles du pays. Personne ne peut vous faire quoi que ce soit. L'histoire américaine, c'est la mafia. Autrefois, c'était les westerns, maintenant, c'est la mafia. C'est une sous-culture enracinée dans notre société. En Amérique, le crime organisé est un mode de vie. Les femmes faciles, les voitures de sport, l'argent et les costumes sur mesure, c'est le rêve américain. John Gotti était le plus tapageur des parrains new-yorkais et ses funérailles furent un événement médiatique, l'ultime représentation d'une époque révolue. Sous l'œil vigilant des hélicoptères de presse et de police, des centaines de gens vinrent saluer le dernier Don de New York. Bien qu'il ne pleuve pas, les portiers s'étaient armés de parapluies pour dissimuler les personnes présentes aux photographes et aux badauds. Bruce Cutler, l'avocat de John Gotti, prononça un bref éloge funèbre. C'était un homme à part, un homme remarquable, qui a changé la vie de beaucoup de gens. John est resté John Gotti jusqu'à la fin. Il faut y aller. Les Gotti sont presque tous là, y compris la fille du parrain, Victoria. Quant à son fils, John Jr., il pria pour lui depuis sa cellule de prison. Faites comme si c'était un de vos parents, d'accord? Avec 19 voitures fleuries, symbolisant tout ce qui a compté pour le défunt, la cérémonie d'adieu ressemblait plus à celle d'une star que d'un gangster. Et aux yeux des New-Yorkais, John Gotti était les deux. Plus de 40 limousines suivirent le cortège, comme pour témoigner de son influence. Dans la plus pure tradition mafieuse, le cortège fit ensuite le tour des lieux qui avaient marqué sa vie. Et pour finir, tout le monde se retrouva à Ozone Park, où il vivait. Devant le Berging Hunt and Fish Club, son ancien quartier général, l'émotion était à son paroxysme. Mais le départ de John Gotti pour l'autre monde n'a pas entamé la fascination que la mafia exerce sur New York. Little Italy, au sud de Manhattan, était autrefois le centre nerveux du New York mafieux. Pendant des années, les restaurants et les clubs de Mulberry Street ont été fréquentés avant tout par des gangsters. En 1972, Crazy Joey Gallo fête son anniversaire chez Umberto's Clam House. La soirée s'achève sur l'un des plus célèbres règlements de compte de l'histoire américaine. C'est ici que se trouvait Umberto's Clam House. Crazy Joey Gallo, son garde du corps et 4 femmes, étaient à une table et s'apprêtaient à dîner quand les assaillants sont entrés. Il a dû repérer leurs armes car il s'est rué vers la porte. Mais fauché par une rafale de balles, il est mort dans la rue. Mulberry Street est le cœur de Little Italy.
Théâtre de multiples exécutions mafieuses, le quartier a ensuite été récupéré par les Chinois, puis par les milieux branchés. Mais Little Italy était aussi le cœur du clan de John Gotti. C'est ici que vivait le mentor de John Gotti, un certain Neil ou Agnello Della Croce. C'était le numéro 2 de la famille Gambino. Et Gotti était un de ses hommes. Et pendant des années, Neil Della Croce a été ici chez lui. Comme dans beaucoup d'immeubles new-yorkais, les boîtes à lettres sont dans l'entrée et vous verrez que l'une d'entre elles porte encore son nom. Juste en face, il y avait le quartier général de Gotti, le Ravnite Social Club. C'est ici que les gens qui le considéraient comme le parrain venaient le trouver. C'est ici qu'il mangeait et qu'il réunissait les chefs de la famille Gambino. C'était là, juste en face. Ça a changé car à l'époque où John Gotti gérait l'endroit, il n'y avait pas de vitrine ni de jolies portes. Juste une façade en briques et 2 petites fenêtres. Il avait décidé qu'il ne voulait pas vivre une double vie. Il voulait vivre la vie d'un parrain. Alors il prenait ses décisions au grand jour. Il allait dans les clubs et tout le reste. Et c'est ça qui l'amenait à sa perte. S'il s'était tenu à l'écart du club et de l'appartement au 3e étage, il n'aurait peut-être jamais été condamné. Le Ravnite est aujourd'hui la boutique de la styliste Amy Chan, qui l'a consacrée aux femmes fatales. J'ai imaginé ça en hommage à Monsieur Gotti. C'est un sac à main accompagné d'un petit porte-monnaie zippé, qui peut être mortel. Dans la boutique, Amy Chan a dressé un autel à la mémoire de Gotti avec une photo du Ravnite à sa grande époque. Moi, je trouve ça romantique, mais j'ai des visiteurs qui sont de vrais passionnés de la mafia. Des gamins sont venus depuis le Texas pour photographier la devanture. Je me demandais ce qu'ils faisaient quand ils m'ont dit « C'est ici? C'est vraiment ici qu'ils étaient? Ils? Ah, Gotti !» Je ne savais pas que c'était un endroit si tristement célèbre. Aujourd'hui, l'ancien Ravnite attire une toute autre clientèle. Britney Spears. Voilà son dernier achat. C'est un modèle qui plaît parce qu'on peut le porter avec un pantalon taille basse. Et Britney a un ventre parfait. Madame Chan a aussi créé une ligne parfumée qui s'inspire du Ravnite. Ça s'appellera Dangerous. C'est un parfum qui a été créé en hommage au Ravnite. Il est très enivrant, mais il n'est pas encore tout à fait au point. Laisse tomber. Tous les affranchis aiment bien manger et ils vont dans les meilleurs restaurants de la ville. Pendant des années, la mafia italienne semblait organiser toutes ses réunions dans des restaurants. Mais les réunions de famille mènent immanquablement aux disputes de famille, qui se concluent de temps en temps par des funérailles. Quand il y a une crise au sein d'une des familles de la mafia, ou même à un échelon inférieur au sein d'un groupe de 3 individus, il s'agit de régler le problème. Et parfois, ils le règlent en tuant quelqu'un. Le meurtre de Carmine Cigar Galante en 1979 chez Mary & Joe's, un restaurant de Bushwick à Brooklyn, est également resté dans les annales. Ils l'ont pulvérisé à la mitraillette. Il venait de prendre un cigare et il avait le briquet à la main. Quand il a vu le tireur passer la porte, il s'est accroché à son cigare. L'homme l'a abattu, il est tombé dans les plants de tomates et il est resté comme ça, avec son cigare à la bouche. On aurait dit une scène de film. Le propriétaire de Mary & Joe's est lui aussi tué dans la fusillade, et le restaurant ferme ses portes. Le plus célèbre règlement de compte de la mafia a eu lieu devant Sparks Steakhouse, en plein cœur de Manhattan, fin décembre 85. Don Paul Castellano devait y retrouver John Gotti,
un lieutenant en rébellion. Le parrain pensait être en sécurité dans ce restaurant chic, fréquenté par des hommes d'affaires. Mais il n'atteignit même pas la porte d'entrée. Au beau milieu d'une foule qui faisait ses courses de Noël, les hommes de Gotti abattirent Castellano et son chauffeur en pleine rue. Et Gotti devint aussitôt le nouveau parrain et le mafioso le plus influent de New York. On aurait pu le prévoir parce qu'on avait des micros partout. Il n'arrêtait pas de dire combien il détestait Paul, parce qu'il était trop avide et leur piquait du fric. Mais on n'avait aucun moyen de savoir comment et où ça se passerait. Jamais on n'aurait imaginé qu'il ferait ça en plein rush de Noël, devant l'un des restaurants les plus en vue de New York. Avec la modernisation des moyens de surveillance, les restaurants ne se prêtent plus aux discussions d'affaires. Mais les gangsters continuent de s'y rassembler autour d'un bon repas. À Brooklyn, le gratin de la pègre new-yorkaise se retrouve chaque jeudi soir chez Areo. Joe Ganascoli, héros de la série Les Sopranos, est un habitué. Je joue Vito Spatafore et c'est moi qui ai descendu Jackie Jr. Pour faire des recherches, je viens chez Areo, à Brooklyn. Basiles, à Staten Island, est un autre des rendez-vous de la famille. Isabella et Vito Basile cuisinent à l'italienne pour toute la crème du quartier. Le frère de John Gotti leur a déjà commandé des pizzas à emporter. Voilà les fruits de mer à la diable. Mon plat de fruits de mer préféré. Pour en savoir plus sur la cuisine de la mafia, nous sommes allés voir Joe Dogs Iannuzzi, ancien homme de main et chef cuisinier de la famille Gambino. Je devais être en train de préparer des escalopes de veau. Quand tout a été prêt, je suis allé chercher de la crème dans le frigo et il y avait un pot de pickles. J'adore les pickles. Alors j'ai fouillé dans le pot pour en prendre un et j'ai sorti un doigt humain. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est génial ce truc. Ça fait gagner un temps fou. Après avoir témoigné contre la mafia, Joe a intégré le programme de protection des témoins et il a écrit le livre de cuisine de la mafia. J'ai encore des problèmes d'audition, des séquelles de la fois où ils m'ont tabassé avec un tuyau et une batte. Il y a des gens dont il faut que je me méfie là-bas. Et comme il est toujours en danger, Joe fait la cuisine sous bonne garde, quelque part à Long Island. Les mecs pour qui je faisais la cuisine étaient toujours sur un mauvais coup. Racket ou meurtre. Alors, j'adaptais mon dîner au crime. Par exemple, pour une exécution, je faisais des scampi ou un piccata. Mais si nous avions des problèmes, je faisais des lasagnes ou quelque chose comme ça. Ça, c'est du veau. Je vais le faire à la marsala avec une sauce Grand Marnier. Ils adoraient ça. Ils disaient que c'était un plat américain parce qu'il n'y a pas de sauce tomate dedans. Sous la surveillance du FBI, Joe prépare à déjeuner pour les agents et pour une amie. Merci, chérie. Je crois que ça ira pour cette assiette. Je vais la porter à table. C'est une fille qui vient ici quand son mari part en voyage. Une amie à moi. On est très proches. Pas vrai, bébé? Oui, mon chéri. Je l'adore.
Chacun voit sa maison comme un château, et c'est particulièrement vrai chez les affranchis. Ils peuvent bâtir les cachettes les plus modestes, comme les manoirs les plus luxueux. Aperçu de la grande vie. Cette propriété, la plus importante de l'histoire de la pègre, est au nord de l'État de New York, dans la petite ville rurale d'Apalakhin. En 1957, Joe Barbara y accueillit un sommet national avec plus de 60 chefs de famille. Alertée, la police put ainsi prouver pour la première fois l'existence d'une mafia américaine. C'était censé être une réunion importante de la mafia. D'habitude, elles avaient plutôt lieu dans les grandes villes, mais ils ont préféré se retrouver chez Barbara pour des raisons de sécurité. Ils voulaient un endroit isolé, au cas où il y aurait un problème. Ces réunions sont toujours motivées par des questions d'argent, comme le partage des gains et la répartition des territoires. Ils voulaient vraiment maintenir la paix entre les différentes familles. C'est désormais Michelle Craig, une employée de la Poste, qui vit ici avec des amis. C'est un endroit merveilleux et puis c'est bien de vivre dans une demeure historique. Quand M. Barbara l'a acheté, ce n'était qu'une toute petite maison en pierre. Il a d'abord ajouté la cuisine, puis la salle de bain et enfin un immense salon. La maison et le parc abritent encore de multiples souvenirs du fameux sommet. Dans la résidence d'été, où devait avoir lieu la réunion, une vieille glacière rappelle le temps où Barbara utilisait la distribution de soda comme couverture. Juste à côté, il y a le barbecue. Joe Barbara l'a construit lui-même en pierre de taille d'Apalakhin. Ce jour-là, le 14 novembre 1957, il était ici en train de griller des steaks pour une soixantaine de ses amis mafieux. On l'imagine bien avec sa petite toque. Le grand garage est bizarrement équipé d'une chambre froide. C'est un peu inquiétant. Chaque fois qu'on se gare, on se dit qu'il n'y a pas que des vaches qui ont fini ici. Dans le bâtiment principal, un grand salon accueillait les soirées de la mafia. C'est un vrai salon de réception. Imaginez les chefs de famille assis là en train de jouer aux cartes et de s'amuser en fumant le cigare et en buvant un verre. Le plus beau meuble de ce salon, c'est la table. Il y a 8 places, mais surtout, quand ils étaient prêts, les joueurs n'avaient qu'à retourner ça pour poser les jetons, l'argent ou juste leur verre. On utilise encore cette table dans nos soirées entre filles. On s'amuse bien, on fait un poker ou un jeu de société. Mais dans une si petite ville, la présence des 60 limousines ne pouvait passer inaperçue et la police locale fit une descente pendant le barbecue. Ils sont tous partis dans les bois en courant et en déchirant leurs papiers d'identité. Ils ont certainement abîmé leurs costumes de soie et leurs magnifiques manteaux en poil de chameau. C'est la campagne ici. Et traverser les bois avec des chaussures pointues, ça n'a rien d'une partie de plaisir. Ils n'avaient aucune chance. Personne n'a été arrêté, on les a tous relâchés. Mais pour la première fois, les gens se sont rendus compte qu'il y avait réellement une organisation du crime à l'échelle nationale. Et pour la première fois, on a pu associer un visage à tous ces noms. Dans ce borough oublié de New York, les gangsters sont aujourd'hui chez eux, Staten Island. Le parrain fut tourné en partie à Todd Hill, un quartier luxueux où vivent encore beaucoup de vrais mafiosi. Cette propriété, la demeure des Corleone dans le film, appartenait en fait à l'ancien président du borough de Staten Island. Non loin de là se dresse l'ancienne résidence du véritable parrain, Paul Castellano. La maison n'est plus à la mafia et elle a été entièrement refaite. J'y suis allé une ou deux fois. C'était une villa de 4 millions de dollars. Elle dominait toute la ville de New York.
Paulie disait toujours qu'il avait fait bâtir une grande maison pour faire plaisir à sa femme, mais que la résidence de Todd Hill lui apportait plus de soucis qu'autre chose. Les gens qui venaient le voir se réunissaient dans ce coin-là, près de la cuisine. Il y avait aussi la bonne, qui s'est avérée être sa maîtresse, ce qui a provoqué quelques problèmes dans la famille. La famille avec un F majuscule, et l'autre aussi. C'était un parrain très solitaire. Il évitait la publicité et n'aimait pas voir son nom dans les journaux. Il ne sortait pas souvent, n'allait pas dans les clubs ni dans les restaurants, par principe. Il préférait faire venir les gens chez lui où il pensait être en sécurité. O'Brien et ses hommes droguèrent les chiens du Don, s'introduisirent dans la forteresse et posèrent des micros qui leur permirent d'obtenir plus d'une centaine d'inculpations. Castellano échappa pourtant aux poursuites. Mais à l'occasion d'une de ses rares sorties, il fut assassiné devant chez Sparks, par l'homme avec qui il avait rendez-vous, John Gotti. Aujourd'hui, les affranchis de New York veulent passer inaperçus. Ils ne veulent pas se faire remarquer. Pourtant, quand on a un soupçon de jugeote, on peut les repérer aussitôt qu'ils entrent dans un restaurant. Les gens voient ces types avec des grandes maisons, une belle garde-robe, des grosses bagues aux doigts et des voitures de luxe. Les médias leur font énormément de publicité. Et Hollywood aussi les a mis sur un piédestal, comme s'ils étaient Robin des Bois. C'est sans doute Albert Anastasia, grand chef de la mafia américaine, qui a payé le plus cher cette obsession du paraître. En 1957, alors qu'il se faisait couper les cheveux, raser, manucurer et cirer les chaussures, il fut abattu à l'hôtel Park Sheraton de Manhattan, rebaptisé depuis le Parc Central. Il était chez le barbier, sur la chaise numéro 4, quand deux tueurs, sans doute envoyés par son lieutenant Carlo Gambino, entrèrent dans la pièce et le descendirent. Tony Karazis travaillait à l'hôtel ce jour-là. J'étais au salon Mermed, juste à côté du barbier, en train de servir des clients. Quand la fusillade a commencé, on a tous sursauté. Plus tard, les policiers m'ont interrogé plusieurs fois, en me montrant des photos. Qui étaient là? Vous avez déjà vu ces hommes? J'ai dit, je parle pas anglais. C'était vrai? Non. C'est ici qu'Albert Anastasia s'est fait tuer. La boutique du barbier était là. Le barbier a fermé, mais la chaise dans laquelle Anastasia a été tuée est encore là. Dernier vestige du sinistre événement, elle appartient désormais à un collectionneur. De nos jours, les initiés vont s'habiller chez Melatitude, prête à porter de luxe et tailleur sur mesure en plein cœur de Bensonhurst, à Brooklyn. Tenue par George Hennig, la boutique attire toutes sortes de célébrités, plus ou moins recommandables. La plupart de mes clients sont des gens bien. Peu importe ce que vous faites pour vivre, si vous êtes un gentil ou un méchant, la frontière est mince entre les deux. Il y en a juste qui dorment un peu moins bien la nuit. Je vends surtout des costumes italiens, faits dans les meilleures matières. Porter un si beau tissu, ça donne la chair de poule. Et voilà, Ray, c'est parfait sur toi. On va reprendre un peu au manche et à la taille. Les gens viennent ici pour des retouches ou un costume, et parfois ils changent d'avis. Mais quand c'est pour des funérailles ou une veillée, on est sûr de ne jamais revoir la marchandise. Quand Giuliani est devenu maire, il a mis en place une brigade chargée de réduire la criminalité et d'assainir le quartier. Mais malheureusement, ça a aussi ralenti le commerce, car beaucoup de délinquants ont été mis derrière les barreaux. Et gangsters de haut vol ou petits voyous, ils aiment tous bien s'habiller. J'ai mon propre tailleur dans l'arrière-boutique. Il se charge d'adapter les costumes aux clients qui les porteront. Georges, vous êtes sûr que ça ne se voit pas du tout? Ça passe bien? Si vous êtes à l'aise, c'est bon. Vous pouvez le porter à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aime mieux comme ça, c'est plus facile à attraper.
Ok, très bien. On va draper un peu sur le holster pour que ce soit facile d'accès. Ça devrait aller. La couleur va bien avec la saison. Une raison de plus pour revenir acheter chez nous. Le parrain John Gotti fut en son temps le plus sélect des gangsters new-yorkais. On le surnommait Don Semilla. En public, il était toujours impeccable, parfaitement coiffé et souvent vêtu d'un costume sur mesure du meilleur effet. Le soir où nous avons arrêté John Gotti, nous l'avons collé contre une vitrine et en le fouillant, j'ai senti une grande plaque métallique au niveau de la ceinture. J'ai cru que c'était un revolver. Je l'ai retourné en disant « T'es armé ?» Il m'a jeté un regard méprisant, comme s'il allait me cracher dessus et j'ai failli le frapper. Un collègue m'a retenu. Ce n'était pas une arme, mais une énorme boucle de ceinture en acier, comme les cow-boys. Mais la célébrité de Gotti prit petit à petit des proportions que la police ne pouvait plus ignorer. John était son pire ennemi. C'était un nouvel Al Capone avec ses cravates pastel à $300. Grâce à lui, on a épinglé des types qu'on essayait d'avoir depuis des années. Et c'est son meilleur ami qui l'a balancé. En 1982, Gotti fut condamné à perpétuité pour meurtre et racket et dut troquer ses costumes italiens contre l'uniforme de la prison. Mon père est le dernier des Mohicans. Des hommes comme lui, on n'en fait plus. Les preuves du passé mafieux de New York sont exposées tout près de Wall Street. Le musée du NYPD, la police new-yorkaise, abrite diverses armes mortelles, toutes confisquées à la pègre. Le premier modèle exposé est une mitraillette Thompson calibre 45, qu'on surnomme souvent le Tommy Gun. Elle est équipée d'un chargeur d'une centaine de coups et fabriquée par Colt. Celle-ci appartenait à la bande d'Al Capone. Ils l'ont utilisée pour tuer Frankie Yale, un complice de Capone. Yale fut abattu à la mitraillette en 1928 dans les rues de Brooklyn. Il y a aussi différents moyens de transporter ces armes. Avec ça, un type a l'air d'aller à la bibliothèque ou de vouloir lire tranquillement à Central Park. En fait, c'est tout le contraire. N'allez pas imaginer qu'on donne des leçons de musique au musée de la police. C'est un petit fusil à canon scié rangé dans un écrin de violon. Il a été saisi par des officiers de police il y a une quarantaine d'années. Dans notre collection, il y a encore plusieurs petits revolvers qu'on appelait alors l'arme des gentlemen. Autrefois, quand les rues étaient moins sûres, la plupart des gentlemen étaient armés pour se défendre. Les joueurs aimaient aussi particulièrement ces revolvers. La plupart de ces modèles tiennent sur les genoux ou dans la paume de la main. Celui-ci n'a même pas de gâchette. Il suffit de le presser avec le dos de la main pour faire feu. S'il y a un fer à cheval sur cette batte de baseball, ce n'est pas pour rien. Ils s'en sont servis pour tuer un homme. Après quoi, ils ont jeté le corps sur la route en espérant que la police croirait que l'homme avait été écrasé par un cheval. C'était vraiment machiavélique et ça a failli marcher, mais quelqu'un les a vus faire. En plus des armes, le musée expose des objets personnels. Le joyau de la collection, c'est le chapeau d'Al Capone. Bien qu'il soit devenu célèbre à Chicago, Al Capone commença sa carrière de gangster à Coney Island, à la frontière de Brooklyn. La mafia avait alors la main mise sur le bord de mer. Au début du siècle, Frankie Yale était le caïd de Coney Island. Et tout le monde, quel que soit le commerce, depuis les petits stands jusqu'au parc d'attractions, tout le monde devait payer la gamora, la taxe de protection. Et si vous refusiez de payer, il brûlait tout. Alors qu'il travaille pour Yale, Al Capone insulte une jeune fille dans un célèbre bar de la pègre, le Harvard Inn, et provoque une bagarre. C'est Frank Galluccio qui l'a tailladé à cause de sa sœur. Capone a fait une remarque qui ne lui a pas plu. Galluccio était à moitié ivre. Il a visé Capone au visage. Et c'est de là que Capone a tiré son surnom. Il est devenu Scarface, le balafré. Ici même,
au Harvard Inn de Coney Island. Non loin de là, sur la promenade, il y a un autre site plus célèbre encore. C'est ici qu'Abe Kid Twist Rayles trouva la mort dans des circonstances mystérieuses. Ancien meurtrier, Kid Twist était devenu un formateur. Mais malgré la surveillance policière serrée dont il faisait l'objet à l'hôtel Half Moon, il tomba par la fenêtre du 6e étage. Selon la police, il essayait de s'enfuir. À mon avis, les flics l'ont jeté par la fenêtre et ensuite ils ont voulu faire croire qu'il s'agissait d'une fuite. Ils étaient tellement pressés de l'habiller qu'ils ont oublié un détail important. Ils n'ont pas fermé sa braguette. Je vais vous dire, je ne crois pas un seul instant que cet homme ait essayé de s'enfuir. C'est n'importe quoi. Il faudrait être stupide pour croire à cette histoire. Plus tard, on l'a surnommé le Canari parce qu'il savait chanter mais pas voler. Il a chanté un véritable opéra sur Meurtre et compagnie. Il leur a raconté toute l'histoire. Alors, il fallait qu'il disparaisse. C'est clair. De Coney Island, William Balsamo remonte vers le nord, dans le cimetière du Queens où les mafieux new-yorkais se retrouvent pour la dernière fois. Lucky Luciano, Carlo Gambino et John Gotti reposent ici pour l'éternité. Cette pierre tombale, c'est celle de mon grand-oncle, Battista Balsamo, qui est arrivé en Amérique au début du siècle. C'était un des cadres de la mafia. Il est mort d'une pneumonie. Il est resté dans l'ombre toute sa vie. Il ne s'est jamais exhibé. Jamais. Mais il était très dangereux. Le genre de type qu'il vaut mieux ne pas chercher, vous pouvez me croire. Il a demandé à avoir une petite pierre tombale. Il ne voulait rien de spectaculaire, juste une petite plaque. Sa femme et lui sont tous les deux enterrés ici. Giuseppina, sa femme, est enterrée là avec lui. Le cimetière était alimenté par une bande de tueurs qui se faisait appeler Murder Inc., Meurtre et compagnie, et servait de bras armés à l'organisation. Leur quartier général était sous la ligne L, au niveau de Brownsville, à Brooklyn. Ils opéraient depuis l'arrière-boutique de la confiserie Midnight Rose, reconvertie depuis en épicerie. Ils ont effectué des contrats de la Californie jusqu'à Miami, dans tout le pays. C'était une bande très connue. Mais après la mort d'Abe Rayles et tout le reste, ils se sont trouvés exposés à l'attention générale et ils ont arrêté, plus ou moins de force. On raconte qu'ils ont plusieurs milliers de meurtres à leur actif, tous préparés ici dans l'arrière-boutique. Le personnage de Ray Liotta dans Les Affranchis s'inspire de la vie du gangster Henry Hill et du braquage de la Lufthansa Cargo. Mais le film ne raconte pas toute l'histoire. Je ne l'ai jamais avoué, mais j'ai descendu 3 personnes. Le film ne révélait pas que j'étais un tueur. Pourtant, j'ai descendu quelques mecs. 3. Après le hold-up, Henry Hill s'est livré à la police. Il a bénéficié du programme de protection des témoins, tandis que la mafia mettait sa tête à prix.
Enfin sorti de l'ombre, il est de retour et nous dévoile son New York à lui, tous ces lieux où il n'était pas retourné, jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, ce sont mes racines. Manhattan, Canarsie, Howard Beach. J'ai foutu beaucoup de gens en rogne. Beaucoup. J'ai peur. T'as un flingue? Un gamin va me faire la peau juste pour dire qu'il a descendu Henry. Mais je lui trancherai la gorge le premier. La bande opérait depuis le Roberts Lounge, un bar de mafieux à Ozone Park, dans le Queens. Voilà le Roberts Lounge. La cave, l'arrière-cour. Ça, c'était une fabrique de vêtements. On a tué des gens ici. Les fédéraux étaient installés dans cet immeuble. Ils nous surveillaient constamment. C'est dingue. Je me tire de là. T'es affranchi? Non. T'es pas un affranchi? Non. Un ex-conseiller municipal. Je suis Henry Hill. La bande écumait l'aéroport JFK, où elle s'attaquait aux camions de marchandises. Leur coup le plus célèbre reste le braquage de la Lufthansa, pour 6 millions de dollars. C'est un de mes coups. Un parmi d'autres. Il y a eu aussi Air France. On leur a pris 2 millions. C'était beaucoup d'argent. On faisait toujours ça tard le soir. Après la visite à la Lufthansa, Henry Hill nous emmène dans une petite zone marécageuse en bordure de l'aéroport. C'est là qu'il a jeté les corps. Ça file la trouille. Tu vas me descendre? Fais vite, ok? C'est un véritable cimetière. Voilà, on y est. Le pire, c'est que c'est encore là. C'est ça le plus bizarre. On pourrait en loger 2 là-dedans. Il faut juste bien les mettre. Et enlever la roue de secours. Un corps, ça pèse sacrément lourd. J'en ai enterré quelques-uns. 3. Ça vous hante? C'est ici? Par là-bas. On s'en va. Je retourne à Hawaï ou en Californie. Henry Hill dit qu'il a obtenu l'immunité et peut donc avouer ses crimes passés en toute tranquillité. Il ne fait plus partie du programme de protection des témoins et la mafia veut peut-être encore sa peau. Pour se divertir, il faut appel à des professionnels. Ça me faisait marrer de lire les interviews de Bruce Cutler décrivant John Gotti comme un père de famille et un mari modèle. C'est un mensonge éhonté. Toutes les nuits, Gotti avait une nouvelle prostituée au bras. On les appelait les hommes d'honneur, mais la plupart d'entre eux n'en étaient pas. Il leur arrivait de descendre leurs propres amis et ils avaient souvent recours à la violence. C'étaient des gens très durs. Aujourd'hui, les liens de parenté traditionnels de la mafia se sont affaiblis. Ils se sont rompus. Les gangsters se retournent de plus en plus les uns contre les autres et s'arrangent avec les fédéraux pour échapper à la prison. Les films comme Les Affranchis et les séries télé comme Les Sopranos ont redoré l'image de la pègre et les mafieux se comportent maintenant comme des stars. Ils adorent Le Parrain, Les Affranchis ou Casino.
Quand on les mettait sur écoute, on hurlait de rire en les entendant parler comme les acteurs de cinéma. Dans la mafia, aujourd'hui, il y a avant le parrain et après le parrain. Les Sopranos ont connu un succès limité, assez marginal, et pourtant, ils sont sur l'estrade ce soir. Le Back East Picture Show, un festival de cinéma à Hoboken dans le New Jersey, célèbre la folie des films sur la mafia. Vedettes, fans et gangsters supposés, ils sont tous là. Frank Vincent a été récompensé pour toute sa carrière. Mais il arrive que les gens confondent l'acteur avec les personnages qu'il a interprétés. Un jour, j'étais dans un lieu public et une femme est venue me voir en me demandant « Vous êtes Billy Batts, des affranchis ?» Je lui ai répondu « Oui, mais qui vous envoie ?»« Mon mari. » « Allez chercher votre trouillard de mari. Je veux lui parler. » Vincent Pastore, Big Pussy dans Les Sopranos, est là aussi. Quand les gens regardent Les Sopranos, ils voient le New Jersey, la nouvelle mafia. Et c'est aussi de ça que traite This Thing of Ours. C'est un film sur la mafia d'aujourd'hui. Le Grand Prix du festival va à This Thing of Ours, écrit et réalisé par Danny Provenzano, avec une pléiade d'acteurs spécialisés dans les rôles de mafieux. Vous n'avez encore rien vu. Frank Vincent, Vinny Pastore, merci à vous tous. Le film, dans lequel Danny Provenzano joue aussi, raconte l'histoire d'un jeune mafioso qui se lance dans une affaire de racket sur Internet. La ressemblance avec sa propre vie est troublante. Car il n'est pas seulement réalisateur, il est aussi soupçonné d'être lui-même gangster. Il a été inculpé pour racket et tentative de meurtre, et pour avoir écrasé le pouce de quelqu'un au marteau. Après le festival, il rencontre la presse. Je n'ai peur de personne, mon pote. Personne ne me fait peur. Mike Del Gaizo. Il présente ensuite ses producteurs. Daniel Farache. Parmi eux, un célèbre musicien. Brad Whitford, mon producteur et associé, et le guitariste d'Aerosmith. Que fait-il ici? Je lui ai dit de venir. Après la cérémonie, Provenzano organise une petite fête pour l'équipe, les amis et la famille. Inculpation mise à part, il est aussi le neveu d'un des soldats de la famille Genovese, Tony Pro Provenzano, principal suspect dans la disparition de Jimmy Hoffa. Vous vous êtes inspiré de la réalité pour le film ou pas du tout? Pas du tout. J'ai été inculpé, tout le monde le sait. Est-ce que je m'en suis servi pour faire le film? Oui, mais ça ne veut pas dire que j'ai fait tout ça, ni que c'est ma façon de voir les choses. Sauf que quand on vient d'une famille comme la mienne, le public s'imagine aussitôt qu'on est un gangster. Les gens doivent voir en lui une sorte de gangster stéréotypé, à cause de son nom. J'ai toujours dit que les bons films sur la mafia font la meilleure publicité pour les vrais criminels. La meilleure. Ça facilite tellement les choses. Et puis à la fin du film, vous allez vous apercevoir d'un truc. Tous les jeunes mecs qui ont pu envisager un jour d'entrer là-dedans n'en auront plus envie. Et ça, c'est un message. Mike a parfaitement raison. La plupart des films glorifient la mafia. Mais pas le mien, vous pouvez me croire. Loin de là. Alors la mafia de New York appartiendrait-elle désormais au passé, sous-culture agonisant dans une ville qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 30? Gotti, en particulier, a contribué à exposer la société secrète aux yeux du public. Aujourd'hui, les parrains sont tous morts ou en prison. Sur les 5 familles d'origine, seul le chef des Bonanno n'est pas incarcéré. Mais ce New York-là a-t-il vraiment disparu? D'après le FBI, la mafia est exsangue. Elle a été pratiquement éradiquée. Je n'y crois pas. C'est vrai que dans une certaine mesure, ils ont vécu des temps difficiles.
Et beaucoup de choses dépendront maintenant des 5 prochaines années. Combien de temps ils vont encore durer et est-ce qu'ils renaîtront de leurs cendres? Je ne dirais pas que la mafia est morte. Je dirais plutôt qu'elle est malade. Mais elle ne se remettra jamais totalement. La mafia que nous avons connue à l'époque d'Al Capone n'existe plus. Vous savez ce qu'on dit, la mafia n'existe pas et nous tuerons quiconque affirme le contraire.